un petit tour vers une épave un peu plus vieille, 1848. C'est le Val-de-Grâce. Et là, c'est une épave qui, d'après une légende tenace, contient un secret. Un secret et un trésor de pièces d'or. Ça, c'est ce que dit la légende. Et donc, le Val-de-Grâce, il a fait naufrage en 1851 à 3 heures du matin. Et donc, il y a pas mal de pièces d'or qui sont parties au fond. Voilà. Alors là, on est dans une zone de la rade de Hyères qui est plus sédimentaire. Et donc, on ne trouvera pas les splendides gorgones. Par contre, on a un fond de sable qui est propice à la vie. Par exemple, ici aux Acidies, juste avant, on a vu une pénatule. Donc, sur ce sable, on va trouver une vie différente de celle qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez, sur les parois de la coque, on n'a pas grand-chose d'accroché. C'est pourtant une épave comme l'autre, hein, c'est de la ferraille. Mais ça ne réagit pas pareil parce que c'est pas au même endroit. Là, c'est sur un fond plus sableux. Voilà, là, sous la tôle, on a un petit congre là-bas, là, qui est là-bas derrière. La star de la Méditerranée, à savoir le mérou, que voilà, nonchalant. Là, on a une protule lisse. Alors, c'est pas un spirographe, hein, comme on a vu précédemment, parce que son panache a la forme d'un fer à cheval, à celui-là. Mais c'est un peu la même chose, c'est un ver. Un sar à tête noire. Vous voyez, on voit bien les roues à aube, hein, et ce qu'il en reste. Donc, jolie petite épave. Ça, c'est pour vous montrer la difficulté qu'il peut y avoir pour remonter sur un bateau quand vous avez 25 kg sur le dos. Et qu'il y a 2-3 petites vaguelettes. Alors là, on a vu un mérou, on a vu un congre, entreperçu un congre, un cerf-en-chèvre, des rouges et barbés. Et donc, ces poissons, comme les précédents, ils ont des nageoires, c'est vrai, et on a vu qu'ils sont capables de voir, hein, mais pas que. Ils sont aussi capables de ressentir les changements de pression grâce à ce qu'on appelle la ligne latérale. La ligne latérale, je ne sais pas si vous la voyez, vous voyez où j'ai mis la flèche là, il y a une espèce de trait noir là qui part de la tête et qui va jusqu'à la queue. Eh bien, tous les poissons sont équipés plus ou moins. Il y a certains en ont pas. Je pense notamment au Joël, mais les autres en ont. Et cette ligne latérale elle peut être droite, elle peut être concave, elle peut être convexe, elle peut être en zigzag, ça dépend des poissons. Mais globalement, tous, peu ou prou, ont une ligne latérale. Et à quoi ça sert ce truc-là? Eh bien, ça va pallier justement au problème qu'on a vu tout à l'heure de « je vois pas dans le dos ». Nous, on peut tourner la tête, mais le poisson, il ne peut pas tourner la tête, il n'a pas de cou. Donc, quand on lui arrive dans le dos, il ne voit pas. Donc, il va se faire bouffer par les prédateurs. Mais que non. Pourquoi que non? Eh bien, parce que grâce à la ligne latérale, il va sentir les changements de pression. C'est-à-dire que dans l'épiderme, vous avez des petites ouvertures dans lesquelles l'eau s'engouffre. Dans le canal qui est en dessous, il y a ce qu'on appelle les neuromastes, c'est des petits cils qui réagissent au changement de pression. Et ça envoie un influx nerveux au cerveau, et le poisson analyse ça, il est capable de déterminer la direction, la vitesse, etc., de ce qui lui arrive dessus, et donc de partir. Et si vous regardez la nage d'un poisson, la queue c'est quoi? On est bien d'accord que c'est un mouvement comme ça. Donc tantôt il expose sa ligne latérale gauche, tantôt il expose sa ligne latérale droite, même dans la zone aveugle. Et donc du coup, le bestiau, il est capable de sentir qu'on veut le croquer. C'est pour ça que même si vous vous approchez derrière un poisson en vous disant « l'autre il m'a dit qu'il ne voyait pas dans le dos », non, il y voit quand même. Il y voit, et donc là c'est dans le pouillème de seconde, quand il sent le changement de pression, dans le pouillème de seconde, pouf, il accélère, terminé, le poisson il est parti, il est à 10 km de là, vous n'avez pas eu le temps de le voir. Voilà donc à quoi sert la ligne latérale chez les poissons. Alors là, on est sur le grec. Le grec, on a fait ici un éclairage pour rester le plus bleu possible, pour essayer de vous montrer ce que ça donnerait si on plongeait sans lampe. Donc vous avez une vidéo qui est plutôt dans les bleus, mais c'est vraiment ce qu'on voit si on n'allume pas. Hein, je vous ai expliqué tout à l'heure la disparition des différentes couleurs au fur et à mesure qu'on descendait. Voilà, ça donne ça. Hein, on part dans des bleus plus ou moins intenses.
Le sagona, on l'appelait le grec, pourquoi? Parce que les papiers de l'équipage correspondaient à un équipage grec. Mais c'était pas son nom, le grec. Son vrai nom, c'est le sagona. C'est un pinardier aussi, pareil, il a fait comme le Donator. À la fin de la guerre, il a croisé une mine qui dérivait, boum. Alors là, on est sur l'avant. L'avant est à peu près à 50 mètres de l'arrière. Hein, ça a été coupé en deux. Et donc l'avant est tout seul sur le sable. Ça paraît rien, mais pour obtenir des couleurs bleues comme ça, c'est pas simple. Hein. Faut dire qu'on s'y est repris plusieurs fois avant d'y arriver. Vous voyez, comme ils sont curieux, les poissons, ils viennent toucher la caméra. Ça leur pose pas de problème. Hey. Là-bas, l'éponge. Il y avait une éponge. On appelle ça une éponge-balle. Mais en réalité, dans l'éponge, en dessous, il y a un Bernard l'ermite. Et ça lui sert de maison. Et donc, de temps en temps, vous vous dites, je suis complètement farci parce que je vois des éponges se déplacer toutes seules sur le fond. Ça... Après, quand vous savez, ça va. Mais la première fois, ça surprend quand même de voir une éponge partir en promenade. Voilà. Donc, là, on commence à voir un petit peu plus de tôle. Et vous voyez, dès qu'il y a de la tôle, eh ben, il y a des éponges encroutantes qui se mettent dessus. Hein. Et puis, dans les moindres recoins, vous avez des mérous, vous avez des murènes, vous avez des congres, etc. C'est des poissons plutôt gros. Alors, là, on a aperçu vite fait dans cette vidéo, entre autres choses, hein, le bogue, le Bernard l'ermite, la girelle, la murène. Tous ces poissons, comme les précédents d'ailleurs, on a vu que ils sont capables de voir, on a vu qu'ils ont une ligne latérale, ils sont capables de sentir ce qui leur arrive dessus, mais ils sont aussi capables d'entendre. Et oui, alors ils n'ont pas d'oreilles, hein. Ça c'est un poisson avec des oreilles, non. Mais par contre, ils entendent très très bien. Les sons se propagent très très bien sous l'eau. Et donc du coup, grâce à ce qu'on appelle des otolithes, ils sont capables d'entendre absolument tous les sons. Et ils sont capables aussi d'en émettre des sons. Alors, pour la langouste, c'est particulier. Le son émis par la langouste, c'est le fait de frotter ses antennes contre son rostre. Elle a une espèce de rostre un peu dur comme ça. Puis vous remarquez que la base des antennes est hérissée de piquant. Et quand elle frotte comme ça fait ce bruit-là. Étonnant, hein? Alors bon, c'est pas de la poésie, soit, mais ils sont capables de s'exprimer. Là, elle doit être en train de dire « Casse-toi, tu m'ennuies, qu'est-ce que tu viens chez moi, hein, qu'est-ce que tu viens faire chez moi, etc. » Alors, comment un poisson sans corde vocale est capable d'émettre des sons pareils? Vaste mystère. Bah, tout simplement en faisant vibrer sa vessie natatoire. Hein, la vessie natatoire, globalement, ça leur sert à s'équilibrer, à savoir à régler leur flottabilité. Et donc, quand ils font vibrer leur vessie natatoire, eh ben, ils peuvent émettre des sons. Et ça, c'est un son réel. C'est le son du mérou, le soir au coin des bois. Alors, vous avez quelques autres poissons qui font ça. Le corbe, par exemple. Je fais bien le corbe, hein. Comme ça, c'est le corbe. Voilà. Alors les sons, à quoi ils servent? Vaste mystère, hein, mais globalement, ça doit servir pour dire, pour voir un peu si le partenaire est prêt à l'accouplement ou des choses comme ça. Hein. Je suppose que ça a une utilité, ou donner l'alarme. Mais bon, on ne sait pas trop. Alors là, lui, pas content. Hein. Lui, pas content. Vous savez à quoi on voit qu'un chapon est pas content? Au fait qu'il redresse sa nageoire dorsale. Alors quand vous le filmez comme ça, qu'il ne bouge pas, tout va bien. Quand vous le voyez qu'il commence à redresser sa nageoire, c'est que il vous dit quelque part dans son langage, va-t'en, laisse-moi. Et puis si vous insistez, ben, il s'en va. Par contre, il faut faire très attention. Les épines qu'il y a sur son dos là sont venimeuses. On a un ami il y a quelques années qui a eu le malheur de poser la main sur un chapon. Quand il est remonté, c'est pas des doigts qu'il avait, c'est des saucisses de Strasbourg. Et ça a fini à l'hôpital, bien évidemment. Hein, Stéphane? Pour ne pas le nommer.
Vous entendez le bruit que ça fait, c'est quand même étonnant. Hein, voilà. Alors, ça n'a pas de nez, mais ça sent un poisson. Parce que les odeurs se diffusent très très bien sous l'eau. Alors nous, on ne peut pas les sentir parce qu'on a le masque et donc le nez est dans le masque, donc on ne peut rien sentir. Mais eux, ils sentent très très bien. Les odeurs passent très très bien dans l'eau. Et donc du coup, ils sentent grâce à une rosette olfactive. Et puis le signal est envoyé au cerveau. Et là, suivant l'odeur, ils se disent tiens, c'est le déjeuner qui est prêt. Alors que c'est le déjeuner qui est prêt, ça leur permet par exemple de sentir le fait que le poisson qu'ils visent, est-ce qu'il est en bonne santé ou pas? Parce qu'il vaut mieux manger un poisson en bonne santé qu'un poisson à moitié malade. D'accord? Donc, grâce aux odeurs, on va savoir si le bestiau en face, là, que je veux croquer, s'il est pétant de santé ou pas. Au niveau sexuel, est-ce que le partenaire est prêt? Etc., etc. Donc, vous voyez qu'au final, on a affaire à des bestioles qui ne nous ressemblent pas du tout, qui vivent dans un monde totalement différent, mais qui ont finalement des sens comme nous. Seulement, ces sens, ils sont adaptés à l'eau. En plus de la ligne latérale, ils ont un système tactile qui est très très développé. Il y a certains poissons qui ont le bout des nageoires très très bien innervé. Et donc ça leur permet de sentir le moindre relief, le moindre petit caillou quand ils se posent au fond. Puis il y en a d'autres qui ont des barbillons devant, là, comme ça. Comme le rouget par exemple, ces barbillons sont hyper sensibles et avec ça ils sont capables de détecter si dans le sol il y a quelque chose à manger ou pas. Et ils sont capables de fouir avec ces barbillons, donc ça c'est très très bien innervé. Alors maintenant, on va changer de biotope et on va aller en centre-ville, c'est-à-dire qu'on va aller sur le coralligène. Alors nous on a plein d'endroits, alors les noms là c'est des noms à nous, c'est pas des noms officiels, c'est des noms à nous, qui ont plus ou moins une histoire, mais bon, voilà. Donc, première plongée va se faire sur du coralligène qui est une algue calcaire vivante. D'habitude, quand vous prenez une algue ou une plante quelconque sur Terre, c'est tout mou. Là, c'est tout dur. C'est une algue calcaire. Et donc, pour pouvoir vivre, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière, mais il faut aussi qu'il y en ait un petit peu quand même. Donc, globalement, entre 40 et 90 mètres, on va trouver ces espèces d'algues là, vous voyez? Ces petites lamelles bordées de blanc, légèrement rose-violet. Ça s'empile au fur et à mesure des siècles. Ça s'empile les uns sur les autres. Les vieilles couches meurent, les nouvelles couches se mettent dessus. Et ça finit par créer des massifs. Et donc, ces massifs, ça donne ça. Sauf que pendant que le coralligène crée des massifs, il y a des bestioles qui, elles, s'ingénient à le démolir, le massif. Les oursins, par exemple. Il y a certaines éponges qui vont creuser. Et donc, à la fin, ça donne un habitat qui est vachement bien pour les poissons. Il y a plein de trous, il y a plein de coins, de recoins. Et tout le monde peut trouver un endroit pour se mettre à l'abri. Alors, là, 40 mètres, 90 mètres, ça dépend en réalité de l'eau. C'est-à-dire que si l'eau est turbide pendant une longue période, le coralligène il peut être plus haut que 40 mètres, il peut arriver à 30 mètres, pourquoi pas. Si l'eau est extrêmement claire, ça peut aller au-delà de 90 mètres, on peut trouver du coralligène plus bas. Tout dépend de la turbidité de l'eau. Ça c'est globalement une petite moyenne, pour vous dire, voilà, c'est dans cette tranche-là que ça se passe. Et donc, le coralligène c'est un rocher vivant. Vous avez deux types de coralligène, le coralligène dit de paroi et le coralligène dit de plateau. Alors de paroi, comme son nom l'indique, il y a une espèce de montagne sous-marine rocheuse sur laquelle le coralligène est venu se poser. Et youpi. Et par contre en bas, là, la plupart du temps sur une base rocheuse, mais des fois on ne sait pas parce qu'au bout de milliers d'années, ça pousse de 4 mm par an à peu près, pour vous donner une idée. Donc pour faire des patates là comme ça, il a fallu un peu de temps. Donc, s'il y a des rochers là-dessous, on ne les voit plus. C'est complètement recouvert. Donc au total, on ne sait pas trop si le coralligène est capable de pousser directement comme ça, ou s'il lui faut obligatoirement au départ une base rocheuse. Mais voilà, on distingue deux types de coralligène, la paroi, le plateau. Alors, on va commencer par là. Donc là, il y a 2-3 poissons qui nous attendent. Là, on est sur un coralligène de paroi.